Il est très difficile de renverser un gouvernement qui lutte pour survivre. Je ne vois d'autre choix que d'attaquer le guide suprême et la direction. Sans intervention internationale majeure, la protestation va faiblir et le régime restera probablement en place. Amiad, merci de nous avoir rejoints à nouveau sur le podcast Traced. Merci de m'avoir invité à nouveau. Amiad, après près de 3 semaines, les images à l'écran restent vraiment déchirantes. Je veux dire, il est difficile d'obtenir des nouvelles précises de ce qui sort d'Iran, mais ce que nous voyons essentiellement, c'est que la seule chose qui empêche la chute du régime iranien. Des centaines de milliers de personnes, souvent non armées, accomplissent des actes de bravoure, mettent le feu dans les rues et se font tuer. Et nous avons entendu encore et encore le président des États-Unis dire « l'aide arrive ». Décrivez la situation en Iran, dites-nous quelles options existent et à quoi s'attendre. Soyons honnêtes, selon les sources ouvertes, il est difficile de savoir. L'Iran est déjà privé d'Internet depuis plus de 100 heures et essentiellement, nous nous basons sur les vidéos envoyées par les personnes sur place. Il est très difficile d'obtenir quelque chose et si on y parvient, c'est souvent envoyé par le gouvernement. Et avec, disons, une campagne pour soutenir leur agenda et non des faits réels. Donc, je prends tout avec des pincettes ici. Je dois être très honnête sur la quantité de connaissances que quiconque possède à propos de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Peut-être que les gouvernements ont des services de renseignement, du personnel sur le terrain, des satellites et d'autres moyens. Mais je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Les connaissances sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'Iran sont très limitées. C'est le premier point. Deuxièmement, si nous voulons comprendre à quel point il est difficile de renverser un gouvernement et un régime qui lutte pour sa survie. Prenons la Syrie. Depuis 1976, 90% de la population a tenté de se rebeller contre le régime Assad. Hafez el-Assad et son fils Bachar el-Assad. Il leur a fallu 40 ans et une guerre civile de 10 ans en Syrie pour tenter de renverser un régime faible. L'Iran est très différent. Ils ont 20 soutiens, pas seulement d'X, et c'est un régime très organisé et fort. Les renverser est encore plus difficile qu'en Syrie. Je veux être honnête sur la perspective historique de la capacité de la population en Iran. Maintenant encore, d'après les preuves que nous obtenons des sources de renseignements ouvertes, les chiffres n'atteignent pas ceux des émeutes de 2018 et d'autres. Il s'agit de centaines de milliers de personnes, pas plus que cela. En attendant, moi, il ne semble pas y avoir de réelle différence. La principale différence, c'est la différence entre Trump et Obama. Trump soutient ici le peuple. Mais si nous voulons exposer les options que Trump a maintenant pour utiliser la force cinétique avec des bombes et des B-2 en Iran, elles sont très limitées. Car, exposons leurs options, il peut attaquer les installations nucléaires, mais cela importe peu car Israël, surtout en juin, et l'Amérique l'ont déjà fait. Il peut attaquer les forces assiégées, les gardiens de la Révolution, mais cela concerne des dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment une opération réelle qui est très compliquée à exécuter. C'est vraiment ça. Attaquer l'Iran, il peut attaquer l'économie iranienne. C'est un problème parce que cela détruit le peuple iranien. Je ne vois pas de véritable option ici, à part attaquer le guide suprême lui-même et la direction. Et puis encore une fois, il ne s'agit pas d'un seul dirigeant. Il y a un vrai gouvernement, il y a une véritable infrastructure et des institutions qui dirigent le pays. De l'autre côté, vous pouvez voir la population. Et si vous comprenez un peu la démographie iranienne, ce dont je ne suis pas expert, mais je connais un peu les faits, c'est une population très diversifiée. Il y a 90% de chiites, mais la diversité ethnique est vraiment très grande. Et le soutien de l'opposition. Ils sont répartis en tribus sans direction ni organisation unifiée, donc combattre un régime très organisé avec une opposition fracturée est encore plus difficile que dans d'autres cas. Il y a quelques semaines, j'ai passé du temps au groupe de réflexion de l'opposition iranienne à Washington et eu une longue discussion avec eux. Et si vous examinez de plus près les intérêts là-bas, tout le monde parle du fils du Shah qui dirigera le pays. Le lendemain, il se positionne lui-même. Je veux aussi remettre cela en question, car personne ne souhaite le retour d'une dictature. La structure tribale de l'Iran, ils ont des identités différentes,
Ils ont besoin d'un pays de type fédéral, et le fils du Shah ne propose même pas cela comme solution. Donc je pense que la situation est beaucoup plus compliquée là-bas. Je pense que même si les rebelles réussissent, les manifestants réussiront à affaiblir le régime, peut-être même à le renverser, ce dont il n'y a aucune preuve. D'ici là, bâtir une réelle alternative à l'Iran reste peu probable à court terme. En 1979, lors du renversement du Shah, un point majeur le concernant est le suivant. Il pensait qu'il allait faire face à une crise économique, une crise libérale et progressiste. Il n'était pas certain de savoir exactement d'où cela venait. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'il faisait en réalité face à une protestation religieuse chiite. Les funérailles des manifestants tués ont été un facteur clé dans la chute du Shah. Il est important que nos téléspectateurs comprennent que les funérailles dans la foi chiite sont publiques, non privées. Les personnes sont appelées des martyrs quand cela arrive, et cela a été un point de départ pour les manifestations. C'est une expérience qui dure 40 jours, ce qui signifie que si la personne est tuée, 40 jours plus tard, ils sont encore en deuil. Et c'était l'une des principales choses qui ont renversé le Shah, en fait ce qui est maintenant le régime révolutionnaire iranien. Il proclamait aussitôt des martyrs contre le Shah, si bien qu'il se retrouvait vite confronté à une protestation religieuse. Actuellement, on parle de 2 000 à 3 000 morts, mais certains évoquent 12 000 à 20 000 décès. Avez-vous plus d'informations? Nous avons des manifestations de martyrs. Le régime ne peut les arrêter, car stopper le deuil chiite ferait croire qu'il est anti-islam. Pensez-vous que cela pourrait devenir un point de rupture et dégénérer? Comme cela a renversé le Shah, cela pourrait aussi affaiblir ce régime ou permettre aux États-Unis d'intervenir à temps. Je doute encore. Il y a plusieurs différences entre la fin des années 70 et l'Iran actuel. L'une d'elles est tout d'abord, disons, l'obligation religieuse de la population. Dans les années 1970, 60 à 70% de la population fréquentait les mosquées chaque semaine, contre 10% aujourd'hui. Ils s'identifient moins comme chiites, ils s'identifient davantage comme occidentaux, comme membres des tribus locales, mais ce ne sont pas des personnes religieuses. Cela se voit aussi sur la natalité en Iran. Dans les années 1980, il y avait 6 enfants par femme, aujourd'hui 1,7. Il existe une grande différence culturelle entre les années 70, 80 et aujourd'hui, c'est un point. Le deuxième concerne le contre-argument. Le Shah ne pouvait pas vraiment utiliser la force militaire contre les manifestants. En réalité, le monde soutenait ici les manifestants et soutient aussi ceux de l'autre côté. Le régime accepte de payer le prix international, de lutter et de tirer sur les manifestants. Je pense donc qu'on ne peut pas comparer les deux. Si le régime veut arrêter les funérailles, il le fera sans hésitation, s'il sent que cela menace son régime. La différence majeure entre le Shah et le régime islamique est que ce dernier, composé de chiites fondamentalistes, se battra pour survivre, sachant que l'alternative est la mort. Finalement, l'élan des manifestants va s'épuiser. Ils se jettent sous les tirs et meurent dans les rues. L'élan va finir par s'épuiser. Une manifestation ne dure pas toujours, la question est ce qui se passe avant son essoufflement. S'il n'y a pas une grande force internationale qui intervient, cela va se terminer et le régime va probablement rester au pouvoir. Quelle est la limite à ne pas franchir, après laquelle tout serait fini, et quelles conséquences pour les alliés de l'Iran dans la région? Je pense donc que ça ne va pas s'essouffler. En Iran, il y a une crise. Téhéran n'a pas de frontières, la pollution est extrême, la monnaie chute et le pays frôle la faillite. Donc ce n'est pas une situation binaire où l'on peut supposer que l'Iran va s'effondrer. Et ensuite, nous aurons comme Nirvana, le nirvana en Iran aujourd'hui ou bien la continuation de ce régime. Il y aura une structure compliquée avec, disons, des villes en marge de la périphérie de l'Iran qui commenceront à se séparer. Peut-être que ce sera un processus beaucoup plus compliqué. La crise financière est réelle, la crise de l'eau est réelle, la crise de l'électricité est réelle. Le régime doit relever ces défis, mais il en est incapable après la manifestation. Cela signifie qu'il y a une véritable crise en Iran, mais il va y avoir une longue période de transition entre la situation actuelle et l'effondrement total du régime, avec une alternative. Je crois que nous assistons au début de l'unification de l'opposition pour une longue période, voire une guerre civile. Je pense que cela arrivera en Iran, probablement comme en Syrie,
plutôt qu'avec 20 jours de transition vers un nouveau Shah. Désolé d'être pessimiste, mais le monde fonctionne autrement. La chute de la Syrie. Cela aurait-il pu arriver sans qu'Israël élimine autant de mandataires de l'Iran au Moyen-Orient et la guerre qui a commencé le 7 octobre? Non, ce n'était pas possible. Ils ont essayé 10 ans avec le soutien de la Russie. Ici, la Russie ou la Chine pourraient les soutenir. Je pense même que la Chine les soutient. L'axe Russie, Chine, Corée du Nord et Iran est une réalité. L'Iran vendait déjà des missiles balistiques à la Russie avant l'invasion de l'Ukraine. Leur lien militaire est plus profond qu'on ne le pense. Comprenez bien, l'Iran est l'arrière industriel de la Russie. Ils leur vendent du gaz, ils vendent aussi du gaz à la Chine. C'est un véritable axe de puissance et ils vont, dans une certaine mesure, les aider tant qu'ils le peuvent. Donc je prends tout cela en compte. Sans le soutien de la Russie, la Syrie n'aurait pas tenu 10 ans, mais la Russie les a aidés maintenant. L'attaque d'Israël contre les forces chiites du Hezbollah et l'affaiblissement de l'Iran ont offert une véritable opportunité aux djihadistes sunnites soutenus par la Turquie d'aider la Syrie. Donc les affaires internationales, les empires du monde ont une influence profonde à l'intérieur de l'Iran. Ceci est encore vrai si vous élargissez votre perspective. C'est une bataille entre la Chine, la Russie et les États-Unis, l'Europe étant au milieu car elle est aujourd'hui faible. Avoir Donald Trump qui soutient les manifestants est important, mais insuffisant. Prenons encore un peu de recul. La Chine, la Russie, la Corée du Nord. Ils observent les conséquences si ce régime reste, et j'entends votre point. Cependant, je tiens à insister s'il ne tombe pas. Tous les regards sont tournés vers cela, avec un président cow-boy comme Donald Trump, sans peur. Il a prouvé qu'il pouvait aller au Venezuela, capturer le dictateur la nuit et le ramener aux États-Unis pour le juger, lui et sa femme. Sans Trump à la Maison-Blanche, l'Amérique devient plus isolationniste. S'ils n'ont pas les États-Unis, qui pourrait être leur futur protecteur à l'avenir, pour essayer de renverser ce régime, même si ce n'est pas maintenant, même si ça mijote et qu'il y a des communautés frontalières, même si l'Iran kurde, d'ailleurs, les Kurdes ne sont pas encore entrés dans le combat. J'ai discuté avec Hajar Baranji, reçu la semaine dernière, qui affirme que les Kurdes attendent toujours d'agir. Cela pourrait être coordonné avec les manifestants pour qu'ils utilisent ces réserves et maintiennent le mouvement. Si personne comme Trump n'intervient, qu'est-ce qui pourrait déclencher ou résoudre cela à l'avenir? Il n'est pas indispensable que cela soit résolu plus tard. Aucun changement de régime n'est obligatoire en Iran et cela pourrait ne jamais se produire. Je pense que cela arrivera car il existe un fossé entre le régime et la population, mais pas à cause des forces internationales. Revenons en arrière. En 2004, l'Amérique a pris le contrôle de l'Irak et de l'Afghanistan. L'Afghanistan est à l'est et l'Irak à l'ouest de l'Iran. Les Iraniens ont stoppé leur programme nucléaire en 2004, voyant les Américains s'approcher, sans même en parler. L'Amérique voulait 2 bases et contrôler l'Iran. C'était la prochaine étape et une vraie opportunité. Ce n'était pas le plan, malheureusement, mais c'était une très bonne occasion de réfléchir, d'avoir une puissance militaire capable de mener cette invasion en Iran. Quelle leçon a-t-on tiré de la stratégie néoconservatrice en géopolitique? Que nous aurons la démocratie partout et le changement de régime, comme on l'appelle, que nous allons changer le régime en Irak, que nous allons changer le régime en Afghanistan. C'est un échec total. Donc l'Amérique, disons qu'elle a un traumatisme, un trouble de stress post-traumatique, à force d'essayer de prendre le contrôle de pays et de changer leur régime. Ce que Donald Trump a fait au Venezuela est très différent. Il a déployé des forces spéciales sans invasion terrestre, n'ayant pas de troupes au sol. L'opération utilisait surtout des armes non létales. Ils ont arrêté Maduro, l'ont traduit devant un tribunal pénal, et ils projettent désormais sa puissance de façon très limitée. On quitte l'échec des néoconservateurs de l'ère Bush pour une nouvelle ère d'opérations spéciales, éliminer le dirigeant et contrôler l'économie du pays. Est-ce une opportunité en Iran? Est-ce une possibilité? J'en doute, car c'est un pays très différent, proche de l'Amérique occidentale, dirigé par une petite minorité et sans vraie armée. C'est très différent ici. Le problème avec l'Iran, c'est que c'est loin et qu'il n'y a pas vraiment de troupes américaines dans la région. Disons que la crise et le chaos qui suivront l'effondrement du régime, ce qui pourrait être l'objectif de l'administration américaine,
ne constitue pas une véritable solution. Encore une fois, si on comprend l'intérêt américain, il cherche la stabilité au Moyen-Orient pour affronter le défi chinois. Quel est-il? La stratégie vise à déstabiliser le Moyen-Orient afin que l'Amérique y concentre tous ses efforts. Ils peuvent donc ignorer la Chine ou négliger une stratégie à long terme sur la Chine. C'est ça l'équilibre. Je pense que l'instabilité, le chaos, c'est l'objectif de la Chine ici, tandis que Trump préfère plus de stabilité là-bas. Qui sera le grand gagnant? Et si ce n'est pas le cas? Je pense que la question raconte qui gagne ici. En géopolitique, c'est toujours la Chine. Ce ne sont pas un pays impérialiste, ils se préoccupent de leur propre époque, comme l'Extrême-Orient, ils veulent contrôler les zones de Taïwan, des Philippines, ils se soucient de cette époque. La responsabilité de l'ordre mondial revient à Trump, selon le grand plan stratégique de l'Amérique qu'il vient d'annoncer. De nombreuses idées importantes y figurent. Dans une stratégie différente, il essaie de forcer ses alliés, comme Israël, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Europe, à prendre plus de responsabilités afin de diminuer la responsabilité qui incombe à l'Amérique. C'est une stratégie à long terme. Aucune force européenne ne peut aujourd'hui assumer la responsabilité face à l'Iran, la Russie ne le fera jamais et Israël n'est pas prêt. Épuisé par la guerre et sans autre option, l'Amérique est coincée ici. Finalement, quel que soit le résultat en Iran, la Chine en sort gagnante. Je voudrais proposer une idée différente. Peut-être que le gagnant serait l'Arabie saoudite si le régime en Iran tombe, donc le plus grand ennemi de l'Arabie saoudite serait écarté. Quand la Chine, la Corée du Nord et la Russie voudront un allié stable au Moyen-Orient, elles se tourneront vers l'Arabie saoudite. Ce sera tout ce qui restera. L'Amérique sera à l'ouest, la Chine à l'est et l'Arabie saoudite au centre, pouvant ainsi imposer ses conditions et contourner Israël, car tous voudront s'allier avec elle. Si le régime reste, Trump, comme vous l'avez dit, n'aura plus un Moyen-Orient stable. Et il va renforcer les ressources en Arabie saoudite. Ce sera uniquement sur Israël afin de maintenir un Moyen-Orient stable. Je pense que l'Arabie saoudite s'en sert pour contourner Israël, d'après ce que j'ai entendu. Un rapport est paru hier dans la presse israélienne. Il y a un intellectuel saoudien de premier plan, le docteur Aziz Al-Khshagyan, qui a fait cette déclaration. Apparemment, il parle au nom de Mohammed Ben Salman, au nom du régime. Il a affirmé que l'Arabie saoudite ne ferait pas la paix avec Israël sans un État palestinien. Il a déclaré qu'aujourd'hui, c'est une question nationale en Arabie saoudite d'avoir un État palestinien. Cela signifie qu'ils résistent déjà et qu'ils disent déjà « Écoutez, Israël, nous n'avons pas besoin de paix avec vous. Nous allons insister pour un État palestinien. » Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils vont avoir les États-Unis. Un soutien constant, car l'Iran, impliqué ou non, demeure l'acteur clé pour les États-Unis. En fait, je vais contredire cet argument et dire que les actions de l'Arabie saoudite se sont effondrées récemment pour plusieurs raisons. Commençons par le gaz. L'Amérique est désormais exportatrice de gaz et de pétrole. Et elle n'a plus vraiment besoin de l'empire du Moyen-Orient, appelé l'Arabie saoudite, qui fournissait autrefois beaucoup de pétrole et de gaz dans le monde entier. Premièrement. Deuxièmement, Mohammed Ben Salman est allé voir Trump, mais rien ne s'est passé, il a essentiellement refusé Trump. Maintenant, avec cet accord, l'India Middle East Europe Economic Corridor, la chaîne d'approvisionnement de l'Inde jusqu'à la Méditerranée, en passant par l'Arabie saoudite et Israël, reste toujours une option, sans rien déclarer. Maintenant, nous devons examiner de plus près l'Arabie saoudite pour comprendre quel est le défi ici, ce qui les empêche de signer un véritable accord avec Israël. Mohammed Ben Salman voulait vraiment bâtir une ville sur la côte ouest de l'Arabie saoudite appelée Neom, la ligne, et il a annulé tous ses projets à cause de leur échec. C'est irréaliste et n'a pas résolu le problème majeur de l'Arabie saoudite. Une véritable population existe. Un article de presse en a parlé récemment. Que les Émirats ont annulé leurs subventions aux étudiants à Londres à cause de l'influence des frères musulmans. N'est-ce pas? Ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils avaient peur que leurs propres étudiants se radicalisent au Royaume-Uni. Donc ils comprennent que les Émirats, en réalité, c'est un pays avec des dirigeants, mais sans peuple. Il y vit environ 1 million d'habitants. Le reste, ce sont des esclaves, principalement des employés importés sans droit. La population saoudienne soutient fortement les frères musulmans. Il faut comprendre qu'un régime musulman laïque comme Mohammed Ben Salman dirige malgré tout une population religieuse. Cependant,
Vous voulez imposer votre point de vue laïque et libéral à votre population. Il y a un mouvement opposé qui soutient les frères musulmans. Ce n'est pas ici le lieu pour approfondir la vision de l'islam sur la liberté, ni expliquer pourquoi les frères musulmans sont une solution face aux extrémistes radicaux dans le monde musulman. Mais il a un problème avec sa population et il a une marge de manœuvre limitée pour ne pas aller frontalement contre sa population. La population soutient les frères musulmans et déteste Israël, contrairement aux Émirats arabes unis sans population. Ce sont tous des gens laïcs, pas vraiment des islamistes, qui peuvent conclure n'importe quel accord, un accord utilitaire. Bahreïn et les Émirats diffèrent du Qatar, ce dernier étant plus proche d'un régime des frères musulmans avec une population affiliée. Le fait que Trump ait qualifié hier les frères musulmans d'organisation terroriste est important. Mais on voit très clairement où il a fait cela en Égypte, en Jordanie et au Liban, qui sont, oui, les frères musulmans sont considérés comme illégaux là-bas, ainsi qu'en Arabie saoudite, où cela pose problème. Cette illégalité ne facilite pas vraiment leur lutte. Pourquoi je dis ça? Parce que l'effondrement de l'Iran n'aide pas vraiment l'Arabie saoudite, ils restent coincés avec le régime islamique, ils ont beaucoup d'argent, mais leur potentiel financier est en déclin. Je pense que l'Arabie saoudite ne va gagner nulle part ici. Dr. Aziz Al-Chaghian. Il a essentiellement mis en avant cela. Ce qui a le plus irrité l'Arabie saoudite, c'est la déclaration de Netanyahou en février, suggérant que l'Arabie saoudite crée un État palestinien en son sein, provoquant de vives réactions. La famille royale saoudienne en reste encore irritée aujourd'hui. Je pense aux accords d'Abraham après l'Iran, peut-être dans 2 semaines ou 2 mois, ils vont s'asseoir et discuter. Pas de nouvelle division de Jérusalem. Le plan saoudien propose un État palestinien en paix avec Israël, incluant Jérusalem-Est. Ils vont s'asseoir là avec le président Trump, avec Israël. Ils vont dire exactement ce que vous venez de dire. Ils vont dire, écoutez, la rue, notre pouvoir est limité par l'influence grandissante des frères musulmans sur notre rue. Sans État palestinien, nous ne pouvons avancer. Qu'est-ce qui empêche le président Trump de simplement dire, d'accord, Israël, il est temps de conclure l'accord? Trump ne croit ni aux Palestiniens ni à un État palestinien. La question se posera avec le prochain président. Aucune option n'est disponible et vous voyez ce qu'il fait. Il annonce les accords d'Abraham avec le Kazakhstan. Je pense que l'Indonésie va rejoindre cela. C'est censé arriver dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Cela fait longtemps que les discussions ont commencé, mais ça finira par arriver, je pense. Plus près des élections de novembre. Nous venons de conclure un accord avec le Somaliland. C'est une alternative à l'Arabie saoudite sur les détroits de Bab el-Mandeb. Donc Israël construit ses alternatives et l'Arabie saoudite n'est pas en haut de la liste. Si le prix exigé par Israël pour ces accords est trop élevé, nous n'en avons pas besoin actuellement. L'avantage pour Israël dans cet accord est que nous leur vendons actuellement du matériel militaire. Ils ont aujourd'hui plus besoin d'Israël qu'Israël d'eux si le prix est un État palestinien. Donc, nous n'avons plus besoin de vous, nous n'avons pas besoin de votre pétrole, nous n'avons pas besoin de votre soutien. Dans les détroits, votre armée ne représente pratiquement rien, ce n'est pas une armée forte, vous avez plus besoin de nous que nous de vous. Donc Israël n'est plus pressé de conclure un accord avec eux. Si Israël rejoint les accords d'Abraham, j'espère qu'Israël aura des représentants si l'Arabie saoudite propose de diviser Jérusalem et créer un État palestinien. Qui diront « je suis désolé ». Nous sommes les héritiers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette terre leur a été donnée. Vous proposez de diviser Jérusalem, notre capitale sacrée. Pourquoi ne pas diviser la Mecque alors? Cela montre la fierté nationale et ancestrale des peuples. Ils doivent dire à l'Arabie saoudite, si on parle de Jérusalem, arrêtons la discussion. Je suis d'accord, il n'y a aucun intérêt réel pour Israël à payer un quelconque prix pour un accord avec l'Arabie saoudite. Vous pouvez vous moquer d'eux ou les insulter, comme en divisant la Mecque. Ce n'est pas, selon moi, une décision géopolitique intelligente, mais c'est possible. Israël doit ignorer l'Arabie saoudite à l'international, car sa cote baisse pour plusieurs raisons. Israël doit investir dans ses compétences et profite d'un vaste marché d'exportation d'armes vers l'Europe. Israël doit renforcer son armée et projeter sa puissance au Moyen-Orient autant que possible. Préparez-vous à une nouvelle confrontation avec Gaza, le Liban, peut-être l'Iran, et à l'avenir avec l'ennemi sunnite Turquie, Qatar, Égypte. C'est là qu'Israël doit être aujourd'hui et il doit absolument développer son économie. L'Arabie saoudite ne rentre pas dans tous ces calculs En pénétrant en Iran.
Économiquement, l'Iran tire l'essentiel de ses revenus du gaz. Exactement, vers des pays comme la Chine et la Russie, si cela va en Chine et en Russie. Quelle capacité les États-Unis ont-ils pour étrangler l'Iran? Et les sanctions snapback? L'Occident peut-il vraiment couper les revenus si cela vient de Chine ou de Russie? Pouvez-vous expliquer? Donc il y a beaucoup de sanctions contre l'Iran au premier degré, c'est-à-dire que l'exportation directe de gaz depuis l'Iran est sanctionnée. Des sanctions de second degré ont été instaurées. Tous ceux qui achètent sont touchés, ce qui impacte l'Inde et d'autres pays. Le Venezuela en faisait partie, il blanchissait le gaz iranien via le Venezuela et d'autres moyens. Donc Trump essaie de bloquer la capacité de l'Iran à exporter et de faire s'effondrer son économie. C'est pour cela qu'il a fait son annonce hier. 25% de droits de douane, 25% de droits de douane sur les pays qui achètent à l'Iran. Tout cela fait partie de sa guerre économique. Je pense que c'est plus efficace sur le long terme qu'une guerre cinétique, une attaque directe, mais cela prendra du temps. Il faudra que le peuple reprenne le contrôle à nouveau. Trump essaie de ne pas aborder le traumatisme postérieur au renversement de régime dans d'autres pays, et il n'en parle même pas comme une option. Ce qu'il essaye de faire, c'est d'influencer le pays pour permettre à l'opposition de prendre le pouvoir, mais malheureusement, l'opposition en Iran est faible. Donc c'est un vrai problème, je pense, d'isoler l'Iran, de le laisser s'effondrer économiquement avec les sanctions, avec les problèmes internes qu'ils se sont causés eux-mêmes. C'est la meilleure stratégie, mais elle demandera du temps et coûtera des vies dans l'opposition. Si le peuple iranien ne peut gérer sa vie, son gouvernement et proposer une alternative, cela reste leur problème. Le but est d'affaiblir l'Iran, bien plus que de le renverser et d'en faire, disons, un nouveau refuge. Donc nous ne sommes pas les seuls à observer cela. Nous avons Moscou qui regarde cela, nous avons Pékin, nous avons de nombreux pays observant la situation actuelle en Iran, voyant son instabilité et qu'il n'est plus un allié solide au Moyen-Orient pour l'axe du mal. Je dirais que la Chine cherche à écarter les États-Unis de la politique mondiale pour éviter qu'ils restent la seule hégémonie. Qui sera leur prochaine cible majeure au Moyen-Orient? La stratégie de Trump est de prévenir la guerre et non de rechercher un gagnant-gagnant. Ce qu'il a fait avec Maduro est une stratégie pour prévenir une guerre à Taïwan. Il a annoncé que son budget militaire pour 2027 passera de 1000 à 15 000 milliards de dollars. C'est un message. Je veux éviter la guerre en développant assez d'infrastructures et de forces militaires pour dissuader la Chine d'agir. Toute action militaire dans le monde de la part de l'axe du mal que vous avez expliqué n'est due qu'à la faiblesse de l'Occident. C'est l'équilibre. Trump agit de façon importante. Le Venezuela a marqué un tournant international. Il y a une belle image de Babylon Bay d'un B2 avec écrit au-dessus « Droit international ». Il y a une certaine manière cette capacité de Trump à franchir toutes les frontières, à faire ce qu'il veut de façon intelligente, de manière très compétente. L'armée américaine a montré une grande compétence dans les opérations spéciales et la lutte contre les coutumes. Je veux rappeler à nos auditeurs que la marine américaine a perdu 3 F-18 lors de l'opération contre les coutumes, sans véritable résultat, en détruisant le régime Houthi, ou leurs forces militaires, ou leur capacité de missiles. Ils lançaient des missiles sur la marine américaine et Israël, et rien n'a changé jusqu'à la destruction du gouvernement par Israël. Je crois que Trump s'inspire d'Israël en éliminant des dirigeants, mais à long terme, il veut empêcher la guerre tout en montrant sa volonté d'user de la force. Je pense que les conflits vont maintenant se calmer dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Et le véritable défi pour Trump dans le monde, ce sera en réalité la Russie, l'Ukraine et la Chine, Taïwan. Pourquoi la Russie et l'Ukraine? La Russie et l'Ukraine? Nous devons savoir qu'il n'y a pas de véritable force militaire en Europe entre la Russie et la Normandie. Il n'y a rien au milieu. La seule armée de l'OTAN, à part l'Amérique, c'est la Turquie, qui ne rejoindra jamais les Européens pour les soutenir contre la Russie. La Russie le sait. Elle ne gagne pas la guerre sans la perdre non plus. C'est littéralement la Première Guerre mondiale, mais avec des drones. Ils perdent beaucoup de soldats, mais avec 200 millions d'habitants, ils peuvent recruter des jeunes. Cela nuit à leur économie, conséquence de leur stratégie.
Trump pensait, début de l'an dernier, que la Russie serait pragmatique et chercherait un accord. Mais les deux parties refusent un accord. Je doute que la guerre finisse. Quelle solution Poutine choisira-t-il? La seule solution est d'essayer d'ouvrir un second front face à l'Europe. Pour les placer devant un dilemme ici et les menacer afin qu'ils trouvent une solution et un compromis sur l'Ukraine. En fait, je crains surtout une guerre en Europe avec la Russie. Cela, toujours dans l'intérêt de la Chine, détournerait les capacités américaines vers l'Europe au lieu de les cibler contre la Chine. Le problème, c'est que l'Europe ne crée pas réellement d'armée, tandis que l'Allemagne vient d'annoncer l'enrôlement obligatoire de soldats à la prochaine étape. Ils achètent des chars maintenant, l'Allemagne en a 300 ou 400 et ils en achètent 100 de plus, c'est tout. Ce n'est pas un vrai char. Israël a 1300 chars. Je comprends, la Russie a encore des milliers d'unités malgré de lourdes pertes pendant la guerre. Le vrai défi, je pense, ce sera l'Europe. Si Poutine sent qu'il est en train de perdre la guerre, il ouvrira un second front. En parlant de l'Europe et de l'avancée de la Russie vers, à travers l'Ukraine, pouvant éventuellement provoquer des troubles dans toute l'Europe. L'Europe a boycotté Israël depuis le 7 octobre. Des mois durant, ils ont boycotté Israël. Plusieurs pays ont soutenu un État palestinien ou rompu avec Israël. Au cours des 3 ou 4 derniers mois, presque tous ces pays ont discrètement levé toutes ces sanctions. L'industrie d'armement israélienne prospère, la majorité des ventes allant désormais vers l'Europe, notamment l'Allemagne et la France. Même l'Irlande, autrefois grande ennemie d'Israël, a levé son boycott. Israël aide désormais l'Europe à renforcer sa défense contre la Russie. Pouvez-vous en parler? Oh, bien sûr. Les Européens ont peu d'options. L'industrie militaire européenne est quasi inexistante et l'Amérique ne leur vendra pas d'armes, car ils doivent acheter les leurs. Ils ont fortement développé leur industrie militaire ces dernières années et continueront de l'élargir. La Turquie ne vendra jamais, donc Israël est désormais le prochain en capacité industrielle militaire. Ils doivent acheter chez nous, principalement pour l'expérience au combat. Nous devons adresser de bons mots à Gideon Sa'ar, ministre israélien des Affaires étrangères. Cela fonctionne avec Netanyahou en utilisant nos capacités militaires pour les affaires internationales et la géopolitique. Maintenant, c'est là que je pense que le public doit changer sa perspective sur Israël. Israël est devenu un empire local lorsque nous avons frappé la pièce du Paxi Saheliana. Aujourd'hui, Israël a été le premier à reconnaître le Somaliland, à ouvrir les portes, mais rien ne s'est passé. Nous reconnaissons ce pays, travaillons avec lui, des délégations somaliennes viennent ici, Gideon Sa'ar s'y est rendu. C'est la stratégie d'un empire qui essaie de boxer 200 livres au-dessus de son poids dans le monde géopolitique. Grâce à cette industrie militaire et à la nécessité pour l'Europe de construire une armée, c'est très bien. Israël devrait continuer avec cette stratégie. Israël devrait développer son économie, développer ses capacités militaires, développer, disons, son influence mondiale, de plusieurs façons en travaillant main dans la main avec Trump. Mais d'un autre côté, Trump et Netanyahou en ont discuté il y a quelques jours, sujet débattu depuis des années. Cesser l'aide militaire américaine à Israël pour qu'il soit autonome. Et au lieu des subventions militaires que l'Amérique nous accorde, nous devrions acheter tout ce dont nous avons besoin à l'Amérique, mais en payant comptant et non en le recevant sous forme de subventions. Israël doit se voir comme un allié, pas comme un client de l'Amérique. Nous l'avons répété récemment, mais c'est désormais une vraie stratégie. Israël, et si vous relisez encore la grande stratégie de l'Amérique selon Trump, elle cherche des alliés solides, pas des clients. Que s'est-il passé au cours des 50-60 dernières années depuis la guerre froide pour que l'Amérique prenne le contrôle du monde entier? Nous étions à la fois le policier et le gardien du monde occidental. Cela a coûté très cher à l'Amérique, qui est maintenant endettée, et a permis aux Européens de s'effondrer sans véritable armée. Donald Trump est assez intelligent pour comprendre cela, et il se retire pour laisser les Européens se battre eux-mêmes. Construire une armée est en réalité bénéfique pour le monde. Seul le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Israël disposent aujourd'hui d'une véritable armée dans le monde occidental. Les Européens n'en ont pas, donc. Nous sommes l'un des alliés les plus importants de l'Amérique, offrant une stabilité au Moyen-Orient qui permettra à l'Amérique de concentrer ses intérêts sur la Chine. Je veux qu'on rezoome.
Nous sommes dans un B2 en direction de l'Iran. Je veux qu'on écoute la réaction du sénateur Lindsey Graham plus tôt, interrogé sur la phrase récurrente de Trump. L'aide arrive, n'est-ce pas? Cela a été répété encore et encore. L'aide arrive, l'aide arrive, l'aide arrive. Je pense qu'une semaine et demie s'est écoulée depuis que le président Trump a dit que l'aide arrivait et nous n'avons rien vu se passer en Iran. Il affirme que la clé de cette longue campagne sera la détermination du président Trump. Pas de troupes au sol, mais déchaîner l'enfer, comme promis, sur le régime qui a franchi toutes les lignes rouges. Une vague massive de frappes militaires, d'attaques informatiques et d'opérations psychologiques est au cœur du message. L'aide est en route. Il me semble qu'Israël est la clé pour mener bon nombre de ces vagues de frappes militaires. Je suis curieux, les attaques informatiques et les opérations psychologiques, je veux dire, qui mènent le plus d'opérations? À l'intérieur de l'Iran, on dirait qu'Israël est complètement infiltré en Iran. Quel impact direct cela peut-il avoir sur Israël? Ma première réponse à cela, c'est si tu veux tirer, tire, ne parle pas. Il n'y a pas de négociation avec l'Iran. Pourquoi négocier? Qu'est-ce que tu peux obtenir d'eux au lieu d'agir, ce qu'ils ne feront jamais? Trump a détourné ou kidnappé Maduro, prouvant qu'il en était capable et qu'une négociation était possible. Tu as négocié avec l'Iran pendant 20 ans sans résultat. Tu ne leur fais pas confiance pour négocier. Ils n'abandonneront jamais leur régime sans usage de la force maintenant. Deuxième chose, les cyberattaques, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, qu'est-ce que tu vas arrêter en Iran et que se passe-t-il le lendemain? C'est un soutien très spirituel. Encore une fois, je doute que l'Amérique ait assez de bombes pour mener une véritable opération contre l'Iran. Cela sera significatif pour la quantité de marque 84, comme les bombes d'une demi-tonne ou d'un quart de tonne, afin d'influencer la situation en Iran. Pour une opération à long terme, si vous voulez une opération chirurgicale, elle doit viser uniquement les dirigeants. Comme nous l'avons fait avec les Houthis, comme Israël l'a fait avec les Houthis. Je doute encore de leur capacité aujourd'hui. Si quelque chose arrive, ce sera cela. Et encore une fois, le résultat de cela sera très limité, parce qu'il y a toujours une institution, il y a toujours un vrai gouvernement, il y a toujours un vrai pays, et l'opposition n'est pas prête. Donc je respecte l'esprit. Peuvent-ils le soutenir par des actions concrètes? Je veux remettre cela en question. Compte tenu de tout cela, je pense que nous devrions conclure. Si tu pouvais parler aux manifestants en Iran au téléphone, que leur dirais-tu, Amiad? Tout d'abord, bonne chance. Toute manifestation doit proposer une alternative. Le fait qu'ils ne soient pas unifiés sous une seule direction, ou au moins avec un programme commun pour tous, c'est là leur problème fondamental. Il n'y a pas d'unification de l'opposition en Iran, ce qui les empêche de renverser le régime. Et finalement, je pense que cela montre qu'ils n'ont pas vraiment de problème avec le régime dans le sens profond du terme. Je pense que l'Iran pose un vrai problème car les Iraniens vivent une situation difficile sans solution à long terme. Peut-être, au lieu de, ou en plus des bombes qui tomberont peut-être sur le régime, cette influence cinétique aérienne, qu'elle se produise ou non, peut-être. La plus grande contribution qu'on puisse apporter à cela, c'est de prendre ces manifestants, d'une manière ou d'une autre, en utilisant toute influence possible lorsque l'Internet sera rétabli pour essayer de les amener à s'unir autour d'une cause commune. Parce que, comme tu l'as dit, s'ils sont divisés, une maison divisée ne peut pas tenir. Si c'est ce qui les empêche de contrôler, alors peut-être, et il est peut-être trop tard cette fois. Peut-être qu'ils s'organiseront et que la prochaine fois, ils agiront comme un rayon laser contre ce régime. J'espère bien. Ils ont eu environ 30 ans de protestation pour le faire, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Je ne comprends pas assez la situation en Iran pour expliquer pourquoi cela n'est jamais arrivé, mais c'est la seule façon de renverser le régime. Mais l'alternative discutée avec le groupe de réflexion à Washington avait été écartée. Pour une fédération, chaque tribu, chaque identité ethnique locale aurait son propre gouvernement. Ce sont simplement mes points de vue d'observateurs extérieurs sur la situation. Seules quelques centaines de milliers de personnes manifestent, alors que la majorité des 90 millions d'habitants restent absentes. C'est encore une question sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Je n'en sais pas assez pour vraiment comprendre les détails internes là-bas. Vu de l'extérieur, leur avenir paraît incertain. Tu sais, Amiad, ce que je respecte le plus et pourquoi j'aime ta présence sur ce podcast, c'est que tu ne te laisses pas emporter par le battage médiatique. Je veux dire que tu regardes Fox ou CNN ou que tu regardes sur X,
Tout le monde parle du renversement du régime. C'est imminent, avec toujours cette vision nirvana. Je pense que tu nous ramènes à la réalité. J'espère dans une certaine mesure que tu te trompes, mais parfois c'est rarement arrivé, je crois, dans ce podcast. Il faut rester réaliste sur la situation, car l'Iran ne changera sans doute pas massivement le Moyen-Orient du jour au lendemain. Amiad, merci d'être venu en espérant te revoir dans le podcast True East. Merci encore une fois.